Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une émission consacrée au marché de la rencontre et du mariage au 19e et au début du 20e siècle. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les 322 autres épisodes sur le site paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Retrouvez-nous également sur Deezer, après un petit bug, le podcast est de nouveau en ligne sur cette application. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à laisser une note ou même à commander un mug sur le site Parole d'Histoire, ce qui permet de faire vivre l'émission. Enfin, je vous rappelle qu'on parle d'histoire de la guerre dans le collimateur, un vendredi sur deux avec Alexandre Jublin dans l'émission Le fil de l'épée, et que vous retrouverez les enregistrements de l'Université populaire les mercredis des Révolutions, à la mairie du 18e à Paris, à partir de la semaine prochaine. Tout de suite, le marché de la rencontre avant les algorithmes. Merci, et très bonne écoute. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Claire-Lise Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, post-doctorante à l'INED, vous venez de publier aux éditions du CNRS Pas sérieux s'abstenir, histoire du marché de la rencontre, 19e, 20e siècle. Donc un livre CNRS Éditions, un livre qui m'a absolument passionné, notamment parce que derrière ce qu'on pourrait penser comme la porte d'entrée la plus évidente, les petites annonces, les histoires de rencontres amoureuses, les questions de genre, c'est une vraie histoire sociale de la France au 19e, 20e que vous reconstruisez. C'est un livre hyper intéressant aussi pour des questions de méthode, donc on va l'explorer un petit peu ensemble. Peut-être que pour commencer, on peut dire un mot des sources et des paradoxes liés à ces sources. Vous avez donc travaillé sur les agences matrimoniales, la presse matrimoniale, les petites annonces de rencontres, le marché de la rencontre. Ce marché de la rencontre, j'ai l'impression qu'en vous lisant, on est entre deux extrêmes. D'un côté, une profusion infinie de sources, parce que si on mettait bout à bout toutes les petites annonces dans la presse 19e, 20e, on pourrait marcher d'ici à la Lune, j'imagine. Enfin voilà, c'est absolument gigantesque. Et puis de l'autre côté, pour entrer vraiment dans l'intimité de certaines familles qui se sont rencontrées par annonce, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, ça a été un des premiers obstacles de cette recherche, ce qui fait que j'ai vraiment entamé l'enquête par les récits, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'il y avait bien un phénomène qui existait, donc le développement de ce que j'ai identifié ensuite comme un marché. Et au départ, on pourrait penser que rentrer par les représentations, c'est une sorte d'obstacle, c'est une sorte d'écran. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir que ces représentations se façonnent au fil du 19e siècle autour de deux choses. La première, c'est le rire, le fait que c'est quand même un sujet qui est toujours traité sur le ton de l'anecdotique. En tout cas, c'est quelque chose qui crée une petite forme de malaise. Et la deuxième, elle est liée à ce rire, c'est le stigmate. C'est que c'est quand même un aspect de la société qui dérange quelque part. Et donc plutôt que d'y voir un écran pour accéder aux sources, c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre que les agents matrimoniaux, dans leur publicité, promettaient de faire disparaître toutes leurs archives, promettaient de rédiger leurs registres avec des hiéroglyphes, avec des codes, et de tout brûler après eux. Fort heureusement, ils mentent, et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de retrouver certaines de ces archives, et c'est aussi ce qui m'a permis de retrouver certaines de ces archives dans les archives judiciaires, puisque, accusé d'escroquerie, ce marché se retrouve souvent devant les tribunaux. On peut prendre un exemple que vous développez dans le livre, c'est cette agence Deux Fois, au milieu du 19e siècle, qui est une agence dont vous avez retrouvé les archives, et du coup, ça vous permet une plongée assez fascinante, parce qu'on n'a pas cet écran, malgré tout, même s'il est intéressant à étudier, du vaudeville qui met en scène l'agence matrimoniale, ou de la petite annonce qui tient en quelques lignes, et du coup, on verra comment on peut quand même en tirer des choses, mais là, on a vraiment des affaires avec des gens en chair et en os derrière. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce registre, ou ces registres plutôt ? C'est une source qui serait exploitable encore à l'infini. Moi, j'en ai fait des choses, mais on a près de 6000 individus dont on a très souvent les patronymes, très souvent les adresses, parfois même des informations beaucoup plus précises sur leur patrimoine, sur leur corps aussi, beaucoup. Et donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est à la fois la manière dont l'agent matrimonial crée tout un réseau de rabatteurs et de rabatteuses pour faire circuler les informations entre les classes sociales, en fait, au profit de sa clientèle masculine, plutôt la clientèle active, qui vient plutôt d'une bourgeoisie mal intégrée à la société parisienne. Et puis pour y voir aussi le contenu de l'échange matrimonial. Qu'est-ce qu'on amène en mariage lorsqu'on est une femme bourgeoise ? Qu'est-ce qu'on amène en mariage lorsqu'on est un homme bourgeois ? Et comment tout ça peut évoluer. Alors, il y a un autre versant que ces registres, dont vous trouvez des équivalents partiels pour d'autres périodes, mais il y a un autre versant, c'est la presse,
et la quantité absolument gigantesque de titres de presse dans lesquels, généralement dernière page, il y a des petites annonces, et puis il y a aussi une presse spécialisée pour ce type d'annonce. Comment vous avez choisi? Vous avez déterminé des corpus, parce qu'évidemment on ne peut pas traiter des millions ou dizaines de millions d'annonces. Comment vous avez choisi? Bah, tout dépendait de l'usage qu'il s'agissait d'en faire. On peut tout à fait avoir un usage très macro, simplement de voir l'évolution du nombre d'annonces à l'échelle de la presse contemporaine. C'était pas possible, moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat, ça le devient davantage avec des applications comme Gallicagram, par exemple. Il y a encore des choses à affiner, mais on peut faire des choses de plus en plus intéressantes. Pour ma part, j'ai choisi d'isoler des corpus pour faire des bases de données d'annonces, et le principal critère était la longévité du journal. Il fallait que ce journal ait vécu au moins une dizaine, voire une vingtaine d'années pour attirer à lui une clientèle suffisamment importante, parce que c'est un marché qui est assez vif. Il y a beaucoup de turnover dans ce marché de la rencontre aussi, pour ce qui est de la presse matrimoniale. Mais une des raisons de ce turnover, c'est que soit ça prend, soit ça ne prend pas. Et pour que ça prenne, il faut qu'il y ait déjà de la clientèle. Et pour que la clientèle arrive, il faut qu'il y ait déjà aussi de la clientèle. Donc c'est une sorte de cercle vicieux ou vertueux. Donc j'ai identifié les journaux dans lesquels ce cercle vertueux avait fonctionné, et me permettait ensuite de faire des échantillons raisonnés pour mener des analyses statistiques. Alors ces mécanismes, on peut très bien les comprendre en réfléchissant au fait que dans notre monde contemporain, il y a des applis et des sites de rencontres extrêmement populaires qui ont une grande visibilité, et puis il y en a d'autres qui ont mis la clé sous la porte, et généralement pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens à rencontrer dessus, et du coup on va se rabattre sur les plus importants. Alors ce fait qu'il existe un marché de la rencontre institué aujourd'hui sous la forme numérique, est-ce que c'est un arrière-plan de votre recherche? Vous y avez réfléchi, ça a orienté certaines de vos hypothèses, de vos réflexions? Oui, nécessairement, d'autant plus que c'est souvent la porte d'entrée lorsque j'en parle un petit peu autour de moi. Mais ce qui me semble intéressant, c'est pas tant de penser, souvent on me pose la question de comparer les algorithmes aujourd'hui qui façonnent les interactions. Et évidemment, dans la presse du XXe siècle, et même du XIXe siècle que j'ai étudié, il n'y a pas d'algorithme, c'est plutôt des mécanismes intériorisés qui hiérarchisent les valeurs que l'on voit dans le mariage. Mais c'est pas tant que ce que j'objective serait du proto-algorithme, c'est plutôt que les algorithmes des sites et des applis de rencontres sont la formalisation de cette intériorisation qui est aujourd'hui celle des entrepreneurs de ce marché-là, et qui reproduisent donc les stéréotypes de genre et les stéréotypes sociaux qui font les inégalités qui ont été analysées par des sociologues de ces applis. Avec une différence malgré tout considérable, c'est qu'aujourd'hui on a affaire à quelque chose d'institué, relativement légitimé. Il y a plein d'histoires de vie qui circulent en disant j'ai effectivement trouvé l'amour, on connaît des gens dans nos entourages pour qui ça a fonctionné. C'est quelque chose qui est beaucoup moins dissible, voire beaucoup moins légal, en particulier au 19e siècle. Oui, parce que, tout simplement déjà parce que c'est une activité qui est naissante, et qui est à moitié clandestine pour la première partie du 19e siècle, qui évolue dans un flou juridique, puisque jusqu'au milieu du 19e siècle, le courtage matrimonial n'est pas encore encadré. Des agents matrimoniaux se retrouvent régulièrement devant les tribunaux pour faire sanctionner la légalité ou non de leur profession. Et d'ailleurs, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font autre chose à côté pour qu'on puisse pas leur reprocher de faire que ça. exactement, pour que ce soit pas un motif d'accusation. Et les tribunaux, dans la première partie du 19e siècle, statuent plutôt sur l'illégalité de cette profession, au prétexte, en, en avançant qu'on ne peut pas acheter un consentement. Ça, c'est un principe qui reviendrait sur le principe affirmé pendant le Concile de Trente. C'est très important que les époux soient consentants au mariage. Et pourquoi est-ce qu'on achèterait un consentement lorsqu'on a recours à un agent matrimonial? Précisément en raison du fonctionnement inégalitaire selon le genre de ces agences, puisque les femmes, en partie, et en partie les plus jeunes, ne sont pas au courant quels sont l'objet de ces tractations. Donc l'agent matrimonial, pour toucher la commission sur la dot de ces épouses-là, pourrait avoir intérêt à altérer le consentement de l'épouse. Donc c'est la raison pour laquelle les tribunaux ont plutôt refusé les demandes des agents matrimoniaux au début du 19e siècle. Puis à la fin du 19e siècle, ce qui commence à
à accepter, c'est les frais de bureau. Donc on abandonne progressivement le principe de la commission sur la dot. Les agents n'ont plus le droit de conditionner leur rétribution au fait que le mariage ait lieu, mais ils ont le droit de faire payer une petite inscription, une sorte d'abonnement. Alors si tout ça se développe dans les années, vous montrez bien qu'il y a des prémices au moment de la Révolution française, et puis sous l'Empire, et puis on va dire sous la monarchie de Juillet, il y a une assise plus grande d'un certain nombre de ces entrepreneurs. Si tout ça se développe, c'est en lien avec des mécanismes, des phénomènes qu'on connaît par ailleurs, mais que votre livre met vraiment en lumière de façon très intéressante, c'est que la société est devenue beaucoup moins lisible. D'une certaine manière, la Révolution, l'Empire, les bouleversements de la période ont défait les sociabilités traditionnelles et les ajustements habituels qui faisaient qu'on se mariait dans un entourage ou on se mariait par interconnaissance parce que les positions respectives des uns des autres étaient connues. Or là, la société nouvelle, avec une ancienne noblesse déchue, une nouvelle noblesse d'empire, une nouvelle bourgeoisie industrielle, et puis des gens qui ont connu des ascensions ou des déchéances sociales très fortes, c'est beaucoup moins évident finalement. L'ajustement n'est plus aussi naturel, il a peut-être jamais été, mais en tout cas on sent qu'il est plus naturel et du coup qu'il faut y remédier. En tout cas, c'est une idée qui est très forte dans l'imaginaire collectif et c'est quelque chose auquel s'adossent les agents matrimoniaux pour faire leur rhétorique publicitaire. Ils proposent justement ils proposent une solution à la dissolution du lien social et c'est quelque chose qui est régulièrement réinventé, refaçonné au fil du 19e siècle. Alors, au début du 19e siècle, effectivement, la raison de cette dissolution identifiée, ce sont les causes de la Révolution française. Mais au fil du siècle, on peut trouver d'autres causes qui sont évoquées, notamment tout simplement l'essor d'une nouvelle modernité urbaine avec des sociabilités plus intérieures, moins tournées vers l'extérieur, vers la rue, et donc la difficulté aussi d'accéder au cercle privilégié. Mais ça montre bien aussi comment ce marché s'est proposé à une clientèle à la recherche d'hypergamie, en fait. Une clientèle qui... Alors expliquons peut-être ce que c'est que l'hypergamie. Ouais, c'est le fait donc de se marier au-delà de son propre milieu. On a tendance à parler d'hypergamie lorsque c'est l'épouse qui se marie au-delà de son propre milieu, lorsqu'on ne précise pas s'il s'agit d'hypergamie féminine ou masculine. Et les agences matrimoniales se sont précisément vendues comme un service spécialisé, a priori dans l'assortiment des unions, mais en réalité, on le voit bien, pour garantir à la clientèle active qui les sollicite d'accéder à des cercles de sociabilité auxquels ils n'auraient pas accès a priori. Parce qu'en fait, c'est un mode de rencontre désintermédié au sens où l'utilisent les sociologues. La désintermédiation, c'est le fait d'être coupé de ces cercles ordinaires de sociabilité. Et là, on a précisément des gens qui veulent chercher au-delà de leurs cercles ordinaires pour se marier mieux que dans leurs cercles ordinaires. Avec un mécanisme social de fond pendant tout le 19e siècle, qui est l'urbanisation, les progrès de l'urbanisation, et notamment l'urbanisation de la capitale. On trouve beaucoup dans votre livre une figure qui est celle de l'homme provincial, arrivant à Paris, s'établissant à Paris, souvent avec une forme d'aisance économique, mais cette aisance économique ne suffit pas à être introduit dans des cercles familiaux où il pourrait trouver une conjointe. Et du coup, l'annonce serait ce chaînon manquant qui permettrait d'associer finalement enracinement économique, mais aussi enracinement social. Oui, tout à fait. Et souvent, ce qui manque à ces hommes-là, c'est précisément les cercles familiaux et amicaux qui, eux, sont plutôt en province. Et donc, même s'ils peuvent avoir un capital économique à mettre en valeur sur le marché matrimonial, il leur manque le capital social et le capital culturel, souvent, et le capital relationnel, surtout, qui permettra aux bonnes familles des jeunes futures épouses de leur faire confiance. Avec un paradoxe qui est que ces motifs, on va dire, respectables et très ordonnés, de trouver une épouse convenant à son statut social, coexistent dans la presse et dans l'imaginaire en ce 19e siècle avec les intermédiaires qui finalement vont aussi faciliter l'accès à la prostitution, vont être des proxénètes, autrement dit. Il y a une tension en permanence dans tout votre livre que vous montrez très bien entre une activité dite respectable, avec même parfois même elle est patriotique parce qu'il faut repeupler la France, etc. En tout cas, il y a un volet respectable défendu comme tel, institué comme tel, puis un volet très clairement aigriard, et vous le repérez dans des annonces lorsqu'on dit une jeune fille cherche mari, caractère indomptable. On comprend en fait qu'elle ne cherche pas un mari, que c'est un intermédiaire pour faire passer autre chose qui est la prostitution.
Oui, tout à fait. Le marché de la rencontre matrimoniale s'est construit à deux jambes, en fait, avec le segment matrimonial d'un côté et le segment prostitutionnel de l'autre. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de penser que c'est aussi la manière dont l'imaginaire collectif a façonné l'idée de la segmentation entre la sexualité légitime d'un côté et la sexualité illégitime de l'autre, qui, à la 4e page des grands journaux, se retrouve totalement mêlés et même avec un véritable flou où seuls les initiés peuvent repérer que indomptable, c'est un code pour savoir qu'on a affaire à une annonce prostitutionnelle et pas un trait de caractère a priori. Mais ça, c'est très caractéristique du développement du marché de la rencontre à chaque fois qu'il y a eu des innovations technologiques sur la fin du XXe siècle, dont je ne parle pas dans le livre, ça se voit aussi quand on pense au Minitel, quand on pense au téléphone rose, il y a toujours eu cet aspect-là de sexualité transactionnelle qui a suscité beaucoup d'attention de la part des médias et davantage même que le segment matrimonial, conjugal plus sérieux, qui se veut d'autant plus sérieux que justement pour les professionnels de ce secteur, il y a un enjeu à surenchérir de garanties comme une stratégie de distinction avec l'autre pôle de ce marché. Oui, c'est fascinant parce qu'évidemment, c'est deux pôles que la morale de l'époque s'attache à garder séparés. L'épouse légitime préservée des bas-fonds prostitutionnels, alors que là, en fait, dans certaines pages des journaux, ça coexiste de manière plus indéterminée, et du coup, ça crée un certain trouble. Alors, ça amène à une autre tension que votre livre travaille, et c'est vraiment ce qui rend le travail, à mon avis, passionnant, c'est qu'il explore toutes ces tensions. C'est la tension entre la publicité et le secret. Se marier et trouver un arrangement matrimonial, ça repose quand même sur des dimensions intimes, des choix personnels et sur des choses qu'on ne veut pas forcément exposer au grand jour. Or, si on passe une annonce ou qu'on a recours à quelqu'un qui se charge de vous trouver un conjoint ou une conjointe, ça veut dire qu'on doit publiquement exposer ou semi-publiquement exposer tout cela. Alors, comment cette tension est résolue par ces acteurs ? Alors effectivement, c'est tout le paradoxe auquel sont confrontés les agents matrimoniaux, de devoir à la fois, pour se faire connaître, pour avoir une clientèle, avoir recours à des publicités les plus visibles possibles, et en même temps, devoir gérer une activité le plus secrètement possible, voire parfois presque clandestinement lorsque certains acteurs ne sont pas au courant. Donc ça se voit dans l'adage de ces maisons-là, célérité et discrétion. On gère les affaires rapidement et sans que personne ne le sache. Donc il y a tout un tas de stratégies d'évitement qui permettent aux clients de ne pas, justement, de s'extraire de leurs relations ordinaires. La première, c'est le fait que ces agences sont rarement situées dans les beaux quartiers de la clientèle qu'elles ciblent, pour éviter de croiser justement des connaissances, ou alors quand elles sont dans les beaux quartiers, elles vont être plutôt dans des impasses que sur des boulevards. Ou avec une fausse devanture, une boutique de modiste, et en fait, en pénétrant à l'intérieur, on aura accès à la véritable agence matrimoniale. Voilà, avec en fait des écrans qu'on retrouve aussi dans la presse matrimoniale qui qui utilisent des titres qui pourraient tout à fait passer pour de la presse magazine familiale. Et d'ailleurs, certains, avant les pages d'annonces, ont une série d'articles à la qualité tout à fait médiocre, mais qui servent de prétexte. On s'abonne à un magazine, voilà, Le Foyer, les affaires de la famille, et pour ne pas être identifié comme clientèle. Sachant qu'une partie des gens qui s'abonnent, là on avance un peu dans le livre, mais c'est quelque chose que vous montrez aussi, une partie des gens qui s'abonnent, non pas pour se marier, mais probablement aussi pour prendre du plaisir à lire des annonces mettant en évidence et mettant en scène une forme de disponibilité féminine presque infinie à longueur d'annonce, où on peut comme ça sans doute alimenter ses fantasmes. Oui, ça, on peut le voir notamment dans les jeux qu'ont certains lecteurs avec des annonces, pas tant avec la presse matrimoniale, mais c'est pas forcément des gens qui s'abonnent, ils peuvent acheter un numéro au kiosque, mais à la 4e page des grands journaux, il y a beaucoup d'annonces qui sont purement et simplement des jeux avec les codes, et c'est pour ça que c'est aussi une histoire culturelle qui raconte l'existence d'une nouvelle langue avec des abréviations, avec des codes qui sont connus ou pas à certaines parties de la population et qui ont aussi inspiré des écrivains et des feuilletonistes. On écoute une petite sélection de ces annonces parues dans l'Alliance des familles le lundi 16 décembre 1878. Une petite sélection lue notamment par Benjamin Marquebiel, Lisa Noël, Mathéo Tonis, Emmanuel Bigot, que je remercie, j'espère n'oublier personne, pour leur lecture à voix haute. Une demoiselle, 20 ans, très jolie, ayant 100 000 francs de dot, autant à revenir,
musicienne, belle éducation, désirerait épouser monsieur dans une belle position de fortune. Écrire initiale BE. Les parents, dans les affaires, 1410. désireraient marier leur fille unique, gentille, bien élevée, 20 ans, 100 000 francs de dot, avec un commerçant dans une belle situation. Écrire initiale NB 1366. Une dame veuve de famille noble, 40 ans, musicienne, désire se marier avec monsieur, 50 à 60 ans, ayant une bonne position. Écrire APB 2607. Une demoiselle protestante, 21 ans, instruite, extérieur agréable, dot 3 000 francs et 15 000 francs. Espérance, désire s'unir à célibataire, âge et fortune en rapport, de préférence un ingénieur, fonctionnaire ou professeur. Écrire initiale DU 2637. Un capitaine Bureau d'infanterie, du journal. 35 ans, désire épouser une demoiselle de 28 ans, protestante, ayant une dot en rapport avec la position de cet officier. Écrire initiale KR 2689, bureau du journal. En écoutant ces annonces, on est frappé par le fait qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui reviennent. Il y a aussi un vocabulaire spécifique qui revient. Et vous l'expliquez d'ailleurs à un moment dans le livre qui est passionnant, en montrant qu'il y a tout un vocabulaire de l'arrangement matrimonial qui nous échappe en partie aujourd'hui, notamment lorsqu'il est question d'espérance. Alors, on peut peut-être éclairer certains de ces termes pour montrer ou commencer à montrer l'imbrication du sentimental, de l'économique, du physique dans ces annonces. C'est quoi des espérances ? Alors, ça fait partie des mots codés, justement, dont je parlais tout à l'heure et dont le livre donne l'explication sous la forme d'un glossaire que j'ai voulu comme ça précisément parce qu'il y a véritablement un enjeu pour les lecteurs à être initiés ou non à ces codes. Les espérances, c'est l'héritage que l'on espère toucher à la suite du décès d'un proche. C'est une manière à la fois d'avoir une forme de pudeur par rapport au proche en question et aussi c'est une manière d'informer la personne qu'on va épouser que c'est un élément de patrimoine qui existe, mais qu'on ne peut pas toucher tout de suite, et donc qui est un peu hypothétique. Ça veut dire qu'en fait, la plupart de ces annonces comportent des éléments chiffrés, chiffrables, et que donc ça renvoie à une hiérarchie objectivable des positions sociales, à la fois des revenus, des patrimoines. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre du non-dit. Non, tout à fait. Et c'est ça que j'ai trouvé tout à fait intéressant comme source, en fait. Ces annonces-là, elles objectivent les hiérarchies sociales. Et c'est ce qui m'a permis de relire l'histoire de la révolution du mariage d'amour entre le 19e et le 20e siècle, puisque à la fin du 19e siècle, effectivement, il y a ces mentions chiffrées, il y a des dots chiffrés, il y a des professions très précises, parfois avec des places, on dit si on est premier commis ou pas. Et on demande aussi parfois des montants de fortune. Oui, parce qu'il y a ce qu'on a et ce qu'on présente en Voilà. disant, homme disposant de 1000 francs de rente, etc. Mhm. Mais il y a aussi ce qu'on demande. On veut Voilà. une dot entre 12 et 15 000 francs, on espère telle position sociale pour son conjoint, sa conjointe. Donc, il y a à la fois ce qu'on a et ce qu'on espère avoir. Voilà, et dans ce qu'on espère avoir, c'est à la fois une manière de garantir une sorte d'équilibre dans le couple, mais parfois on sent qu'il y a aussi véritablement des projets, et des projets professionnels. Lorsque quelqu'un précise qu'il a acheté un fonds tant de milliers de francs, et qu'il veut une dot de tant de milliers de francs, on voit bien qu'il y a un projet de financement et de couple en même temps. Et en même temps, cette présence, cette explicitation des enjeux économiques de la rencontre n'exclut pas qu'au XIXe siècle, on considère tout à fait qu'un bon mariage est un mariage d'amour. Simplement, cette dimension sentimentale, elle est quasi absente des annonces parce que c'est quelque chose qu'on envisage dans un second temps. On considère que pour que l'amour ait lieu, que la sentimentalité ait une chance de pouvoir se développer, il faut que les unions soient assorties d'abord, que les questions économiques et sociales soient d'abord gérées. Donc c'est quelque chose qu'on va faire plutôt là dans l'intimité, au moment où l'homme fait sa cour. Et finalement, la transition romantique, elle se fait plutôt de ce côté-là. C'est plutôt un réagencement dans la temporalité du choix du conjoint, des critères économiques face aux critères sentimentaux. Et dans les annonces de l'entre-deux-guerres que j'ai étudiées, les critères économiques sont toujours très présents. On cherche toujours à épouser quelqu'un selon les principes de l'endogamie. On cherche un partenaire de vie et d'intimité, mais aussi donc, de solidarité économique. Mais
les critères physiques et moraux prennent un peu plus de place. Et donc la chose qui change, c'est que dans l'imaginaire collectif, il est devenu impensable au début du XXe siècle. En tout cas, il est devenu mal vu de choisir un mariage d'argent. Et les annonces nous montrent ce qui désormais est possible de dire ou non. Là où c'était tout à fait normal d'exiger des montants de dot à la fin du 19e siècle, ça devient moins évident au début du 20e siècle. Pour autant, dans les deux cas, ça montre l'imbrication très forte entre l'économie et l'intimité. Et à mon sens, c'est véritablement dans cette imbrication très forte qu'on peut trouver la cause de la critique du marché de la rencontre, puisque le 19e siècle est vertué à distinguer les deux sphères, la sphère de l'économie et la sphère de l'intimité, comme deux sphères séparées. Et les annonces matrimoniales, au vu et au su de tous, à la 4e page des grands journaux, montrent bien cette imbrication fondamentale des relations humaines. Alors cette imbrication, elle est très visible dans d'autres parties de ce glossaire dont on a parlé, qui est fascinant à lire. C'est le fait que ces aspirations économiques, le fait de dire, voilà, je cherche monsieur avec telle situation, etc., sont aussi susceptibles de décote en fonction d'un certain nombre de problèmes liés à ces situations, en particulier lorsqu'il est mentionné que le mariage est pressé ou lorsqu'il est mentionné une tâche ou une tare. Alors là encore, c'est des termes peut-être qu'il faut expliquer parce que on ne peut pas tout à fait demander la même situation. En tout cas, on doit transiger avec ses espoirs économiques. Imaginons qu'on souhaite un monsieur ayant 10 000 francs de rente. En fait, si on est pressé, peut-être qu'on va se contenter de 1 000 ou 2 000 parce qu'on ne peut pas du tout avoir la même exigence. Pourquoi ? Oui, c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier, c'est les compensations qu'on va pouvoir négocier dans les annonces matrimoniales. Être pressé dans une annonce, pour un homme et pour une femme, ça n'a pas le même sens. Pour une femme, c'est un peu l'équivalent du mariage avec tâche, c'est-à-dire que le ventre s'arrondit. Il s'agit des jeunes filles qu'on dit séduites ou tombées, donc où il y a eu une défloration hors mariage et donc une conception prénuptiale. Donc, du coup, il faut trouver un mari pour rendre honorable la grossesse non voulue. Voilà. Tout à fait. Et donc, pour reconnaître éventuellement l'enfant et pour cacher aux yeux du monde la faute première. Et tout cela s'achète. Donc, ça veut dire que les mariages avec tâche sont des mariages qui sont, du point de vue de l'honorabilité, moins valorisés que les autres, mais qui donc vont compenser avec l'apport économique. Et pour un homme, l'expression pressé peut avoir d'autres sens, plusieurs différents, mais généralement, c'est le fait que cet homme est pressé de rembourser des dettes. C'est pas très très bon signe quand même lorsqu'on lit ça. C'est un peu inquiétant. Il y a également les tares, puisque il y a une forme, il y a une forme d'honnêteté, en tout cas affichée dans un certain nombre d'annonces, parce qu'on sait très bien que assez vite, le prétendant reculerait en découvrant que sa future épouse est boiteuse ou qu'elle a telle ou telle infirmité. Et donc, on l'affiche en tenant compte de cet affichage et du coup en introduisant aussi cette compensation, cette décote, en disant finalement l'exigence économique ou l'autre, le reste des exigences seront moins élevées parce que cette art est présentée comme telle. Oui, ce sera une manière effectivement de la rendre acceptable et d'éviter les déconvenus après mariage et les cas d'annulation de mariage comme ils ont pu exister effectivement. Ce marché qui fonctionne par annonce, là on a un petit peu anticipé sur le fait que l'annonce dans la presse devient un instrument clé à la fin du XIXe siècle. Il y a une mutation qui se fait progressivement de l'agence vers la presse, avec la presse comme support aussi du travail des agences. Les agences comme la presse ont un rôle à la fois d'intermédiation sociale, de mettre en contact des gens qui ne sont pas exactement dans la même sphère, mais aussi de segmentation. C'est-à-dire qu'on peut essayer de relier des gens qui ne sont pas exactement de la même origine. Par exemple, une ouvrière qui a accumulé un petit pécule, on pourra la présenter à un commis ou à un petit fonctionnaire. En revanche, on ne pourra pas la présenter à un marquis. Et de la même manière, une grande héritière, on ne pourra pas la présenter à un garçon boucher. Il faut qu'il puisse y avoir des possibilités d'évolution, mais qu'elles ne soient pas non plus trop importantes, parce que sinon, il y a un désajustement. Donc, il y a à la fois de l'intermédiation et de la segmentation. Comment ça fonctionne ? Justement, les intermédiaires sont face à des injonctions contradictoires. D'un côté, ils doivent augmenter au maximum le champ des possibles,
Et donc, c'est aussi pour ça que ces agences sont perçues comme des espaces transclasses. Et d'ailleurs, souvent, les publicités vantent les mariages pour toutes les situations, dans toutes les classes de la société. Et d'un autre côté, la clientèle veut, sinon de l'endogamie, de l'hypergamie, au moins de l'endogamie. Voilà, elle veut pas des choix en tout cas. Voilà, exactement. Et donc ça se résout par des mini-stratégies qui consistent pour la presse matrimoniale, par exemple, à avoir 2 types d'abonnements. Un journal qui s'appelle Le Trait d'Union a une section qui s'appelle Le Trait d'Union mondain, avec des petits riens mais qui changent tout, où il y a un petit encadrement un peu élégant, où les lettres sont dans une police différente. Un peu plus cher du coup. Évidemment un peu plus cher, et qui permet donc aux gens qui sont dans cette section de s'identifier comme des partenaires potentiels ayant le capital économique, social suffisant pour s'y inscrire. Votre travail fait apparaître aussi qu'il y a des gens plus durs à marier que d'autres. Et j'en ai repéré 3, il y en a sans doute d'autres, mais il y a 3 cas de figure. Il y a les agriculteurs isolés, ceux qui veulent rester sur l'exploitation et donc en travaillant du matin au soir sur la terre, ils ont peu d'occasions de rencontrer quelqu'un qui va leur permettre de s'installer en couple. Les coloniaux. Donc là, on sent qu'il y a une décote à l'expatriation coloniale. Et puis, les femmes passées un certain âge, on sent que là, il y a une forme d'urgence, ou en tout cas une forme d'impossibilité à vraiment choisir ou être difficile sur le marché du mariage parce que l'âge est un critère fondamental. Est-ce que ces gens, en partant de ces difficultés, est-ce que ces intermédiaires leur permettent quand même parfois de trouver un ajustement à leur situation objectivement plus difficile ? Oui. Alors ça dépend des cas. Pour le cas des agriculteurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'ils utilisent les annonces matrimoniales pour remédier à un exode rural féminin. Et en fait, ils se trouvent dans les rubriques des journaux face à des femmes qui, elles, utilisent aussi les annonces pour épouser d'autres qu'eux, c'est-à-dire des femmes rurales, qui sont celles précisément que ces agriculteurs voudraient épouser, mais qui, elles, utilisent les annonces pour partir plutôt dans les bourgs ou pour partir plutôt dans les villes, épouser en général des employés d'administration. Et pour ce qui est des coloniaux, il peut arriver que des femmes utilisent la décote justement de l'expatriation coloniale comme une concession qu'elles sont prêtes à faire pour ne pas céder sur d'autres critères. Et c'est justement dans ces cas un peu limite, un peu à la marge du marché matrimonial, qu'on voit où les transactions se font, où les négociations se font, où les compromis se font. Celles qui sont effectivement en plus grande difficulté, ce sont les femmes, disons, passées 40 ans, qui sont les plus enclines à faire des concessions, mais qui sont de fait les plus rares aussi à se marier. Et lorsqu'elles font des concessions, en général, elles les font sur l'âge de leur futur conjoint, elles les font sur le statut matrimonial, donc elles épousent plus facilement des veufs avec un écart d'âge important, avec des enfants dont elles acceptent de prendre la charge. Voire des divorcés, parce qu'à la fin de la période, le divorce permet de réintroduire sur le marché matrimonial des gens qui sont déjà passés, mais qui font rarement l'objet là aussi du premier choix, parce que ça fait partie des choses qui, des éléments de décote, disons, d'une position sociale relativement à d'autres. Ces femmes plus âgées sont aussi sans doute davantage la proie d'escroqueries, parce que c'est aussi un monde dont on se moque ou dont on se méfie, mais parfois à juste titre, parce que des gens comme Landru tuaient et escroquaient et tuaient des femmes en utilisant ce mécanisme de la presse d'annonce matrimoniale. Et c'est le cas le plus extrême, mais c'est pas du tout le seul. Les archives judiciaires que vous avez utilisées montrent aussi qu'il y a régulièrement des procédures, il y a régulièrement des arnaques, il y a régulièrement des gens qui font miroiter une jeune fille douce, charmante, blonde, bien dotée, et en fait c'est simplement la photo de la petite amie de l'escroc en question qui l'envoie la même à 10 personnes différentes pour empocher des gains. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours soumis à des formes d'incertitude, voire à des formes de délinquance ou criminalité. Oui, ça c'est une des grandes craintes liées à ce marché, c'est la question de l'anonymat. C'est à la fois ce qui permet qu'il fonctionne et c'est ce qui permet aussi ses dérives. Donc cette crainte-là qui plane sur le marché de la rencontre, elle entretient aussi des pratiques de
précaution, de discrétion de la part des utilisateurs et des utilisatrices. Et notamment dans la presse féminine d'entre-deux-guerres, j'ai beaucoup étudié les courriers de lectrices où les femmes se donnent des conseils pour précisément éviter de tomber sur un Landru. Comment est-ce qu'on repère une annonce de Landru ? En fait, c'est assez compliqué parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres, même si parfois Landru fait moins d'abréviations que les autres. Mais surtout, c'est l'étape qui échappe un peu aux archives, mais c'est l'étape de la première rencontre. Les archives judiciaires du procès Landru montrent bien comment Landru, même s'il a effectivement assassiné une dizaine de femmes, a un taux de réussite toute relative, en tout cas un taux de crimes assez médiocre par rapport au nombre de femmes qu'il avait contactées. Et une des raisons à cela, c'est qu'il joue la scène de la première rencontre très mal. Et dans les personnages qu'il joue, il invente des choses extravagantes auxquelles les femmes qu'il rencontre ne sont pas sensibles. En tout cas, il dit qu'il a 8 enfants à charge, et voilà, il s'invente une figure qui n'est pas la sienne. Du coup, il y a des femmes qui se méfient. Voilà, et puis ça peut être dans simplement des petites interactions où il ne donne pas les garanties que les acteurs de ce marché, les utilisateurs, les utilisatrices, sont censés se donner justement des garanties de sérieux, d'honnêteté. Comme il y a une défiance mutuelle, et ben justement, il y a des stratégies pour repérer qu'on se dit bien la vérité. Et j'ai identifié qu'au début du XXe siècle, alors qu'on n'est plus dans une économie de l'information ordinaire, alors que justement on se rencontre par annonce et plus par système d'intermédiation comme dans les agences, on continue quand même d'avoir des intermédiaires, des référents qui donnent des garanties. Et par exemple, lorsque on correspond avec une jeune fille de telle paroisse, c'est pas du tout impossible d'écrire au curé de la paroisse pour lui demander son avis sur cette paroissienne. Alors ça, c'est quelque chose qui revient dans tout votre livre, et notamment pour le 19e siècle, c'est cette place très importante de l'information et des informateurs, et des gens qui peuvent être intéressés financièrement ou simplement être dans un réseau de connaissances. Et donc la charcutière de monsieur Untel qui dit « Tiens, je crois que je connais une fille à marier qui aurait telle dot », et la prise d'information, et ce qui aboutit au fait que lorsque les agences, en particulier celles des années, la monarchie de Juillet que vous étudiez, connaissent une place très forte, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont inscrites à leur insu sur leur registre, parce qu'on a appris qu'il y avait un beau parti et que du coup, on va ensuite prendre des informations et on peut proposer à leur insu des jeunes filles à des jeunes gens voulant se marier. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un aspect que je ne m'attendais pas forcément à trouver en commençant à travailler sur ce sujet-là. C'est aussi une histoire longue de l'histoire des données privées, quelque part. Et en effet... il existe, en tout cas sous la monarchie de Juillet, c'est un système qui continue d'exister jusqu'au milieu du 19e siècle, mais qui périclite avec l'arrivée des petites annonces, donc qui permet de mobiliser principalement les petites professions urbaines pour récupérer des informations sur la bourgeoisie et principalement sur les femmes de la bourgeoisie. C'est une estimation sur le registre de 2 fois. Entre 40 et 60% des femmes seraient inscrites à leur insu. Cette estimation, elle varie parce que, évidemment, on ne peut pas en être totalement sûr, mais dans le registre, il y a le nom des intermédiaires, donc que l'agent matrimonial va rémunérer en remerciement de ces informations. Il y a un livreur, une concierge, etc. Voilà, une femme de chambre. Il y a des métiers un peu stratégiques, ce sont justement les gens qui ont accès soit au corps des femmes, donc souvent des métiers féminins des classes populaires, les modistes par exemple, corsetières, etc. Mais aussi pour la bourgeoisie, les médecins et les notaires qui ont accès au corps et à l'histoire de santé de la famille, qui sont bien placés pour savoir si l'oncle dont on doit hériter est en bonne santé ou pas. Et les notaires, eux, sont aussi très bien placés parce qu'ils savent le montant exact des dots, s'il y a une ruine qu'on veut cacher ou pas. Donc voilà, tous ces gens-là sont là pour faire circuler les informations. Ah, c'est formidable parce que votre livre donne objective, on va dire, des figures balsaciennes, du médecin, du notaire, de ces rumeurs et de ces secrets qui se disent et se vendent plus ou moins. Alors il y a malgré tout une césure chronologique, on l'a un petit peu vu là, on fait un peu dans le désordre, mais il y a quand même des scansions chronologiques dans votre livre. Un temps qui est celui des agences, un temps qui est beaucoup plus celui de la presse, on va dire de la Belle Époque, où la presse permet de rendre un petit peu plus fluide ce système sans passer par des individus plus ou
ou moins recommandable, mais finalement avec un peu plus d'autonomie dans la manière de passer des annonces, d'y répondre, etc. Et puis il y a une césure assez forte malgré tout avec la Grande Guerre, alors pas totale, mais quand même qui change un certain nombre de choses, notamment parce que la Grande Guerre installe dans les esprits, avec de vrais effets sociaux, le thème du célibat féminin, le thème d'un sexe ratio totalement déséquilibré. Il y a eu 1 400 000 hommes qui sont morts, et du coup, la grande crainte, c'est comment marier ses filles au lendemain de la guerre s'il n'y a plus assez d'hommes. C'est précisément l'idée qui est entretenue par les entrepreneurs de la presse matrimoniale pour justifier leur existence. Il y a un célibat féminin de masse. Ce célibat est dangereux à plusieurs égards, dangereux pour la société, dangereux pour les femmes elles-mêmes qui sont sans foyer, donc sans ressources. Et donc c'est une injonction qui est faite à la fois aux femmes célibataires, mais en même temps qu'on ne peut pas considérer comme responsables de leur célibat, mais surtout une injonction qui est faite aux hommes qui ne sont pas mariés et donc qu'on n'identifierait pas comme des partis a priori, les veufs, les divorcés, les étrangers aussi, à qui on enjoint de se marier. Et ce qui m'a semblé intéressant aussi, c'est que alors que les démographes ont montré que ce célibat féminin avait bien sûr existé, mais était quand même finalement résorbé plus facilement que ce que l'on avait craint, par différents effets d'ajustement, dont notamment le fait que la diminution de l'écart d'âge entre conjoints avait reporté le célibat féminin vers des générations d'hommes plus jeunes, le fait qu'il y avait une surnuptialité des hommes mariables, précisément les veufs, les divorcés et les étrangers. Finalement, ce célibat a été moins massif qu'on ne l'avait cru, mais dans les petites annonces, c'est quand même quelque chose, c'est une réalité qui existe dans les esprits des hommes et des femmes, et cette intériorisation de cette idée, elle a des effets différenciés sur les stratégies masculines et féminines. Alors pour les femmes, se pensant en difficulté sur le marché matrimonial, d'autant plus l'âge avançant, comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont tendance à rabaisser leurs prétentions. Et lorsque j'ai étudié les couples d'annonces de gens qui se sont effectivement mariés ensemble, on voit que ce sont elles qui ont plus facilement fait des concessions par rapport à leurs propres attentes. Finalement, elles ont épousé quelqu'un qui ne correspondait pas exactement aux attentes qu'elles avaient, mais le prix du mariage était ce prix à payer. Et pour les hommes, on voit que, notamment pour les plus jeunes et les plus ambitieux, ils ont des prétentions au mariage plus importantes, et notamment en termes d'écart d'âge, où ils veulent des femmes beaucoup plus jeunes. Et de fait, lorsque j'ai identifié les couples formés dans l'Intermédiaire discret, ce journal que j'ai étudié entre 1921 et 1939, à peu près 200 couples, eh ben, j'ai pu identifier que l'écart d'âge entre conjoints était sensiblement plus important que ce qu'il n'était à la même période en population générale. Il y a deux effets à ça. Le premier, c'est que ce sont pas toujours des premiers mariages, donc l'écart d'âge est souvent plus important lorsqu'il s'agit d'un deuxième mariage, mais il y a aussi cet effet d'intériorisation et de stratégies différentes qui ont fait que les femmes ont accepté des hommes plus âgés pour ne pas rogner sur d'autres critères comme le statut social, et les hommes ont, sans avoir à rogner sur aucun critère, accepté ou en tout cas épousé des femmes plus jeunes tout en conservant un statut social intéressant. Alors le paradoxe, c'est que cette période, c'est celle, comme vous venez de le dire, d'une situation objectivement défavorable dans le rapport de force aux femmes qui les contraint à faire plus de concessions, mais c'est aussi une période d'une liberté tendanciellement plus grande à écrire, d'une capacité à agir tendanciellement plus forte qu'à la fin du 19e siècle, parce qu'il y a aussi le desserrement de toute une série de contraintes parentales, juridiques. Il n'y a pas encore évidemment le vote, mais il y a une société dans les années 1920 qui a permis aussi un taux d'emploi féminin plus élevé. Toute une série de choses qui font qu'il y a des espaces de liberté plus grands. Donc il y a à la fois une situation objectivement plus difficile, mais une capacité à y agir peut-être plus forte. Oui, mais justement, c'est ce qui fait des annonces un espace d'observation tout à fait intéressant pour voir l'évolution différenciée des mentalités. On le voit par exemple sur des discordances entre les sexes où les hommes et les femmes ne sont pas d'accord sur certains critères. Par exemple, certaines femmes avouent, puisque c'est bien formulé comme un aveu, qu'elles ont les cheveux coupés. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles ont suivi en fait la mode de la coupe à la garçonne sur le modèle de ce personnage bien connu du roman éponyme de Victor Marguerite. Sauf que cette coupe-là, elle charrie tout un imaginaire qui est celui de la femme moderne, d'après-guerre. Émancipée, tout à fait, souvent parisienne, qui écoute du jazz, qui éventuellement va danser, etc.
Ces femmes-là, elles sont très présentes comme imaginaires érotiques dans la presse galante de la même époque. En revanche, les hommes, eux, lorsqu'ils ont des préférences capillaires, ils veulent des femmes à cheveux longs. C'est pas forcément un effet de désir. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ce désir-là, il est signifiant socialement parce que la longueur de cheveux, à cette époque-là, est le signe que des femmes à cheveux longs, c'est des femmes d'avant-guerre qui font plutôt référence au modèle familial d'avant-guerre, de femmes qui ne revendiquent pas le modernisme. Et précisément, celles qui avouent d'avoir les cheveux coupés, souvent compensent en précisant cheveux coupés, mais très femmes d'intérieur. Bonne éducation. Bonne éducation, sans trop de modernisme, bonne moralité. Comme s'il y avait cette concession-là. Et donc il y a cette évolution-là. Il y a une autre incompréhension aussi, c'est que les femmes, lorsqu'elles le peuvent, précisent qu'elles ont été éduquées, instruites et même éventuellement avec une instruction supérieure, puisque à partir de 1924, le baccalauréat féminin et masculin est aligné. Donc a priori, c'est la porte d'entrée pour les femmes à l'enseignement supérieur. Et donc les femmes commencent à utiliser ce type d'adjectif dans leur description qu'elles n'utilisaient pas à la fin du 19e siècle, mais ce n'est pas du tout un attendu masculin. Là, il y a une incompréhension entre les sexes les hommes n'attendent pas du tout de leurs femmes qu'elles soient intelligentes, éduquées ou instruites. En revanche, ils attendent d'elles qu'elles soient dévouées et femmes d'intérieur, et le dévouement est un mot qui est beaucoup moins utilisé dans les annonces des femmes. Alors ça nous amène à peut-être un point de méthode. Vous avez compté des mots, vous avez compté des couples, vous avez mis en place différentes stratégies. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot de la place de la quantification de votre travail, peut-être soit en prenant un exemple ou en disant un peu quelle était votre philosophie générale, justement pour ne pas rester peut-être dans le piège des représentations, ou finalement dans un dédale de mots auquel on pourrait presque tout faire dire, ou dans un jeu de miroir, disons, on est toujours pris dans les mots. Comment est-ce qu'on peut objectiver un certain nombre de choses ? Oui, on peut objectiver un certain nombre de choses et ça fait le lien avec la question que vous me posiez au début sur la profusion de sources, le fait qu'effectivement les annonces, on n'en a jamais fini, il faut faire des choix. Mon postulat a été de dire que dans les autodescriptions, même si on n'a affaire qu'à des discours, on peut utiliser quand même, on peut catégoriser les individus. Alors il y a toujours cette méfiance avec ce type de sources où on peut toujours supposer que les individus ne sont pas tout à fait ce qu'ils disent qu'ils sont peut-être en train de mentir, qu'il y a des usages sous forme de blagues, etc. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est en fait de comparer les annonces les unes avec les autres, puisque les lecteurs et lectrices de ces annonces ne savent pas, eux non plus, si la personne en face a exactement 10 000 francs de dot ou pas. Mais il y a plusieurs garde-fous à avoir. Dans le cadre du marché matrimonial, si a priori on est censé épouser cette personne-là, à un moment donné, les informations vont être vérifiées. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est que entre le 19e siècle et le 20e siècle, les manières de dire sa situation sociale évoluent. En fait, les critères économiques et sociaux vont être de moins en moins explicites. Et c'est aussi cette histoire-là que je raconte dans le livre, comment la description passe de la mention de profession, de montant de dot, de montant d'héritage, à l'explicitation plutôt de critères relevant du capital culturel. C'est-à-dire que la dimension professionnelle va passer au second plan par rapport à des choses qu'on pourrait considérer plutôt comme des goûts. Le fait de jouer au tennis, le fait d'avoir une automobile, d'apprécier l'automobile, c'est aussi un statut social dans les deux cas. Et donc, pour revenir sur la question de la méthode, c'est précisément l'évolution du vocabulaire qui m'a permis ensuite d'affiner la catégorisation sociale. Et donc, quelque part, c'est l'histoire culturelle au service de la quantification pour produire des quantifications qui ont ensuite du sens.
Alors vraiment, je conseille ce livre sur ce plan-là en particulier. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui se posent des questions sur la quantification, la manière de compter les mots, la manière de construire des corpus, c'est vraiment un travail tout à fait remarquable. S'il y a des gens qui retrouvent des correspondances familiales, des histoires familiales de gens qui se sont connus par annonce, ils peuvent toujours vous écrire, ça vous intéresse toujours ? Ça m'intéresse toujours, c'est une quête qui n'est jamais totalement finie. Et en fait, d'ailleurs, j'en ai identifié plusieurs pendant les dernières années où j'ai travaillé là-dessus, mais travailler exclusivement sur des correspondances issues d'annonces, ça documente en fait un autre moment, une autre étape du choix du conjoint qui dit autre chose et bon, c'est une partie de l'histoire qui reste encore à écrire. On rappelle le titre de votre livre, Clarisse Gaillard, Pas sérieux s'abstenir, histoire du marché de la rencontre 19e, 20e siècle, aux éditions du CNRS. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Oui, j'aurais aimé vous parler du livre Nos puissantes amitiés d'Alice Rebaud, puisque donc c'est un essai d'une journaliste qui tente de retracer une histoire de l'amitié dans une dimension politique et féministe. Et il me semble que autour de cette thématique, il y a eu dernièrement plusieurs livres. Il y a une série de podcasts France Culture sur l'histoire de l'amitié. Et je crois que c'est un champ qui mérite tout à fait d'être investigué, précisément parce que dans le cadre de mes recherches, j'intègre l'amitié dans ce que j'appelle le continuum des intimités relationnelles, où on a tout à fait intérêt à penser les porosités entre amitié, couple et sexualité, et d'autant plus sur le temps long où ces porosités se renforcent à la faveur de la diversification des trajectoires de vie à la fin du XXe siècle. J'en profite pour signaler qu'il y a un livre collectif paru sous la direction de Philippe Gourdin et Côme Simien, qui t'adresse un salut amical, sur l'amitié en révolution 1789-1799. Je crois qu'ils sont passés d'ailleurs sur France Culture pour en parler, parce qu'effectivement c'est une thématique extrêmement intéressante à étudier. Je signale aussi que la question de la rencontre matrimoniale a fait l'objet de plein de chansons, à la Belle Époque notamment, et que vous pouvez retrouver sur le podcast de Liste et Géobox de Julien Blottière, à qui on fait aussi un petit coucou, certaines de ces chansons décryptées à la lumière notamment de votre travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.